Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Et bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, 16h47, 16h47 les amis, il est l'heure du Juste Bistrot, ça y est, c'est l'heure pour un doublé historique, un doublé magique ce soir, c'est Juste Bistrot à 16h45, tu vois il est déjà 47, donc en fait on est déjà dans le futur, et la farce tranquille à 20h les amis, farce tranquille, feu d'artifice, ce soir où on va... distribuer les coups comme dirait Adrien Quatennens, on va régaler, on va s'en prendre à tout le monde dans le pur esprit de la farce tranquille, de la gaudriole, voilà, pour se fendre la gueule et analyser un petit peu, décortiquer le paysage politique en place actuellement. Les copains, mais avant ça, on est dans le Juste Bistrot, vous le savez, on papote, on discute, on décortique, il y a de l'actu, il y a de tout. Aujourd'hui, c'est plaisir. Ah ouais, c'est mercredi plaisir, comme d'ailleurs il peut y avoir samedi plaisir, jeudi plaisir, c'est tout le temps le plaisir. J'avais envie de regarder des choses un peu sympatoches avec vous aujourd'hui les copains, même si on a de l'actualité, et notamment une actualité qui vient de tomber sur l'affaire Puff Daddy, on va y venir dans quelques minutes, hein, quelle surprise. Voilà, on va y venir, je peux pas trop en dire pour l'instant. Les amis, je prends vos petits messages dans le chat, voilà, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes plein badin? Dites-moi un peu comment ça va. Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud par chez vous? Ça retombe un peu là, Lausanne, ça retombe un peu, ça va, ça bricole. Voilà, dites-moi un petit peu les amis, qui est en vacances, voilà, est-ce que vous êtes déjà en vacances ou pas? Dites-moi tout dans le chat, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en vadrouille et qui regardent la farce tranquille pendant leurs vacances? Et ça fait plaisir. Anifi Sabrina qui dit: il me tarde que tu viennes à Perpignan pour que mon mari te voie enfin. Mais avec plaisir ma Sabrina, on bosse pour l'année prochaine, on cherche des dates et c'est vrai que Perpignan, on n'est pas venu dans le secteur, on va essayer de trouver dans ce coin là, puis après on ira à la frontière espagnole et on ira bien sûr à la Jonquera pour aller voir les magasins. Voilà, attention, parce que la Jonquera est réputée pour de nombreuses spécialités, hein, mais la différence c'est que avec toutes ces spécialités on peut y trouver des champignons à chaque fois, évidemment. Voilà, je n'en dirai pas plus. Là, je parle aux amateurs de la Jonquera qui connaissent, évidemment. Le Geeks qui nous dit à Bruxelles, il fait 37 degrés. Ah, ça pique. Ça pique. Ça picote. Il y a Olivier Mars 13 qui dit: obligé de mettre mon enceinte portable pour t'entendre, ton son est vraiment faible depuis ton changement de matériel. Alors camarade, ça m'étonnerait, parce que j'ai l'impression que t'es le seul en fait à relever ça, donc c'est peut-être plutôt la faute de ton enceinte. Au bout d'un moment, ça suffit d'accuser le gros rang bleu. Là, t'as vu, là, on a mis des moyens sur le matériel. Donc, au bout d'un moment, t'arrêtes de critiquer. Le Juste Bistrot, tu l'aimes ou tu le quittes. Voilà. Excuse-moi de te dire les choses les yeux dans les yeux. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que s'il y a d'autres gens qui le relèvent, peut-être que je viens de t'attaquer gratuitement. Est-ce que pour les autres, voilà, Baldacat qui dit: on entend très bien. Que là, il faut vous organiser à un moment donné. Voilà. Mon Olivier Marstrez dit: là, je te jure que j'ai rien changé. Bah oui, mais peut-être ton enceinte, elle est en fin de vie. Peut-être ton enceinte, c'est François Bayrou, on sait pas.
Voilà, Kundun 73, il dit non, non, moi aussi, avec mon casque, j'entends moins bien. Pousse les basses. Merde. L'audio des vidéos partagées est plus fort. Bon, ça, c'est normal, on l'a poussé. Mais c'est marrant parce qu'il y en a, c'est nickel, et il y en a, c'est moins fort. C'est marrant, ça. Ah, je me retourne vers le technicien. Ça fait 3 jours. Ah, c'est sévère, c'est Bah rouge, non, mais enfin, non, là, des plein badins de partout, donc je sais pas. Ouais, il y en a quand même quelques-uns qui disent c'est un peu moins fort. Tu peux encore monter dans mic. Ouais. Là, en gain, 70, 65. Ouais, 70, tu vas reculer. Là, c'est mieux Houston ou pas? On n'est pas dans le rouge, on est pile poil là. Là, c'est mieux avec ça ou pas? Là, normalement, on a augmenté un petit peu. Ok. Là, c'est bon, ça fonctionne ou pas? Là, si je parle, on est pas mal. On fait les réglages, hein, donc. S'abuse, gros. Montez le sonotone, les vieux, là. Oh, m'en fous, ça. Et non, ça, tu peux enregistrer ton. Tac. Allô, là, c'est fort. Ah ouais, non, mais ça va jamais, en fait. Tu m'étonnes que là. Nickel, là, c'est mieux. Attends, on va demander au sourd de l'équipe, Olivier Marstrez, c'est bon ou pas? Voilà, il dit c'est bon. Il dit là, c'est plus fort. Il dit bien joué, Edouard. Ouais. Bravo. Et du coup, il a enculé 90 autres personnes. Du coup, il y en a 110 qu'on peut plus. Ils sont là, ils ont la gueule dans le sang. Super, Olivier. C'est mieux, non, c'est mieux. Bravo à toi, mec. C'est super. Super. Allez, tu peux partir en vacances. Je t'accorde un mois de vacances. Ouais, bah, merci. Allez, c'est cadeau. Voilà, c'est bon. On a réussi. Non, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Nouveau matériel, nouvelles compétences, nouveaux réglages, surtout les amis. Mais on y arrive. Voilà, Olivier Marstrez, il dit nickel. Bon, bah voilà, c'est réglé. Ça, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est magnifique. Merci, les amis. Et 974 Papang qui a mené l'enquête qui dit c'est parce qu'on avait monté le son, du coup, ça faisait un peu fort. Voilà. Oui, bah, merci. Effectivement, ça se tient. Je suis reculé, lui. Voilà, magnifique, c'est réglé, impeccable. Merci à mon Jérôme 010277 qui vient de sub pour le 21e mois. J'espère que tu vas bien, mon Jérôme, que t'es plein badin. Et il fait chaud à Toulouse, je suppose. Il fait chaud. Bah, et puis là, c'est les vacances d'été. Donc voilà, il y a la pistoche. Ils ont tous des pistoches dans le sud, on le connaît. Merci à mon Julien 54620 pour le subprime 34e mois. Merci à tous les subs. Et également Isa Tricotte pour le sub 40e mois. C'est complètement dingue. Merci les amis. Et d'ailleurs, je rappelle que nous sommes sous le coup d'une censure de TikTok. Alors envoyez vos dons. Je rigole. Non, je déconne. Xi Jinping m'a mis une cible sur le cul. Voilà, je vous le dis. Non, je déconne, c'est que j'ai dit des conneries sur TikTok hier et ils rigolent pas beaucoup. Hein. Vous l'avez vécu en direct pour ceux qui étaient là dans le Juste Bistrot. On a fait des blagues. Et j'ai dit un truc. Nanani, bon, je vais me mettre tout nu, c'était une connerie. Bon, les gens connaissent bien. Dans le Twitch, ils ont compris que c'était une communauté de demeurés, donc on n'est pas embêté. Mais TikTok, ils ont pas compris. On a pris une semaine, voilà, ça dégage. On sera de retour sur TikTok le 8 juillet, parce que là, ils ont pas aimé. Hein. Nos amis chinois, apparemment, ils aiment pas. Ils aiment pas ce genre de blague, donc voilà. Pour vous dire qu'on sera de retour sur TikTok avec le Juste Bistrot le 8 juillet. Voilà, faudra prendre votre mal en patience, comme dirait Emmanuel Macron. Vous prendre votre mal tout court. Voilà. D'ailleurs, tu vois, hop, je parle d'Emmanuel Macron, on éteint la lumière. Ça, par contre, c'est inquiétant quand même. Ça, par contre, là, c'est flippant au bout d'un moment de ton histoire. Non, mais ça m'a déjà fait, ça s'est éteint tout seul, en fait. Mais peut-être que c'est un détecteur à complotisme que tu m'as installé. Parce que c'est pas la première fois qu'il s'éteigne. Hein. En fait, je suis un agent du KGB. Du KGB. Ouais. Je te surveille de très près, mon cochon. À tout moment, je vais pas m'y attendre un jour. Oui, voyez-vous. Rare. Et après, je te saucissonne et je t'emmène. Ouais. Tu peur. Hein dans le jeu t'emmène. Ah oui. Yes. T'emmène. Super. Attention à Allez, TikTok. Non, mais c'est fou ça. Tu m'as pas dit qu'il fallait brancher sur secteur? Si, on achète des adaptateurs et lui il se calme. Non mais dans ce bureau c'est vraiment la cour des miracles à niveau. Vas-y, comme ça. Et c'est pas que notre faute en vrai. Hein. Ouais, c'est encore en cours, mais tout va voilà. Déjà c'est mieux. Alors il faut se satisfaire du nécessaire, n'est-ce pas? Voilà. Justement. Oui, une fois de plus. Il y a du gaz. Là, lui il a 9 cafés dans le corps. Ouais, 9 cafés, 2 heures de sommeil. Je baigne n'importe qui. Le premier qui passe. Allez. Je peux bosser moi. Parce que je suis en retard après. C'est terrible ce qu'on vit. C'est terrible.
Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile le boulot. Moi, je vous le dis. Pas facile tous les jours, les amis. Mais tu vois, on est pas mal. Là, on est bien sur la lumière. T'as vu? Il y a une petite ambiance sympa. Écoutez, il y a des petits bugs, mais ça fait plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, TikTok nous a calmés, mais bon, on va pas se raconter d'histoire. On a dit une blague, effectivement. Je peux tout à fait comprendre que bon bah TikTok, ils ont des détecteurs, ils ont vu un mec qui dit faites des cœurs, je sais pas quoi, je vais me mettre tout nu, ils ont pas aimé. Donc attention aussi, parfois il y a de la censure, ça peut se comprendre. Là j'ai dit une connerie, c'est pas dans les règles de TikTok, bon bah je me fais taper dessus. Faut être prudent aussi, hein. Faut être prudent, pas hurler à la censure pour tout et n'importe quoi quand même. Là en l'occurrence j'assume mon truc. Donc voilà un petit peu les amis sur ça. Alors, on a des actualités aujourd'hui. En fait oui et non, hein, je vous l'ai dit. Voilà, je pourrais vous parler de... il fait chaud, voilà. Vous avez vu, tout le monde parle de ça, bon, il fait chaud. Mais bon, sur les grandes tendances, c'est le problème des vacances d'été, c'est que nos politiciens, je vous l'ai déjà dit ces derniers jours, ceux qui hurlent à longueur de journée en disant on ne peut pas continuer comme ça par rapport à tel ou tel sujet, quand vient l'appel de la plage et des tongs, tu te doutes bien qu'on n'en parle plus des sujets. Évidemment, ils partent en vacances, faut pas déconner. Faut pas déconner avec ça. Donc là, on part sur 2 mois d'été où ça va être détendu du tanga, où nos journaux préférés vont nous sortir leur série d'été, où on n'en a rien à foutre année après année, c'est-à-dire pour ceux qui suivent, qui lisent les quotidiens, vous les avez quasiment tous, ils nous font des séries d'été, donc chaque jour c'est épisode 1 sur 42, on remonte ensemble l'histoire des Charentaises stressées. Voilà. Et en ce beau 9 juillet, dans ce numéro du Figaro, on va aller à la rencontre de Jean-Jacques. Jean-Jacques est fabricant de charentaises de père en fils depuis 2019 et Jean-Jacques, sa grande spécialité, c'est la charentaise à l'aide des poils du minou de sa femme, Myriam, qui sera là à interviewer dans le Figaro. Myriam qui nous vient du Vercors, voilà. C'est terrible et je fais un peu des blagues parce que j'ai une ambition d'humoriste. Mais c'est sérieux. Ceux qui lisent les quotidiens savent ce que je vous dis, c'est que vraiment, les journaux, les quotidiens notamment, pendant les vacances d'été, ils te sortent des séries d'enquêtes ou de reportages dont tu n'as rien à foutre. Et c'est extraordinaire parce qu'il se passe plus rien. Donc voilà. Voilà un petit peu. Les amis, on va parler d'actualité, vous connaissez la maison, mais j'ai envie de mettre un peu plus de plaisir. Et donc aujourd'hui, ça va être plaisir. Vous allez voir, je vous ai concocté des petites vidéos. On va apprendre des choses, ça va être super. Les amis, il y a mon Jérôme 010277 qui dit: j'ai mon pote australien qui est venu sur la terre du rugby. Je lui ai fait acheter un maillot du Stade Toulousain samedi matin. Je t'avoue que j'ai eu peur quand même. Et là, j'espère que t'es satisfait ou remboursé, parce que t'es pas passé loin de prendre une claque de kangourou dans la gueule, mon Jérôme. Je te le dis, attention. Je sais pas s'il est gaillard, ton collègue, s'il est gaillard comme toi, mais ça aurait fait une belle bagarre. Moi, je ne l'aurais pas voulu être au milieu. Mon Jérôme, il est gaillard. Pas vous mentir, on a fait l'apéro avec lui. J'ai bien senti que si l'apéro tardait un peu trop, c'est pas moi qui allais tomber. Voilà, j'allais finir cuit. Terrible. Steph C qui dit: mon mec aussi, sa spécialité, c'est la charentaise. Voilà, c'est con, je suis parisienne. J'ai pas compris. T'as fini de t'étouffer? C'est horrible. Ça gêne les gens là. On entend tout avec ce micro. Ouais, quand on pousse les DB pour les mecs qui ont pas l'oreille là. Je vais te choper par le callback là, mon Olivier Marx 12 là, c'est pas quoi. Allez, je cherchais de l'eau. Ah, allez, tu me ramènes un café, mon petit, Ouais, t'es sympa. Ça allez. Je rigole pas. Hein. je rigole. Donc voilà les amis. Donc sur ces sujets d'actualité, je vous donne un petit peu les thématiques qu'on va aborder. Aujourd'hui c'est du plaisir, mais demain j'ai une grosse fenêtre, grosse thématique demain sur la franc-maçonnerie. 2 affaires, l'affaire de la loge Athanor dont on n'a pas beaucoup parlé. L'affaire Sipave, et on va parler de la franc-maçonnerie en politique. Demain, émission musclée. Je vais pas vous mentir, demain, émission musclée sur la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je voulais mettre un peu de plaisir, un peu de légèreté, parce qu'après, il y a la farce tranquille qui arrive, donc ça va envoyer fort. C'est la farce tranquille. C'est donc la franc-maçonnerie jeudi. Et vendredi, j'ai pas décidé. Donc vous verrez bien, en fait. C'est comme ça. Il y a pas... c'est moi qui décide, en fait. J'ai pas d'idée. J'ai pas encore d'idée, donc on verra. Et la semaine prochaine, j'ai fini de bosser là-dessus avant-hier. Soyez là la semaine prochaine. Je vous donne un peu des éléments de programme, que vous soyez au courant. Ça va être quand est-ce que je l'ai mis? Oh, mais suis-je une truffe?
Ouais, je vais peut-être l'avancer. J'avais mis pour la semaine du 14, mais ça va peut-être être avant. On va parler de Donald Trump et l'état profond. Je suis en train de vous préparer un gros sujet là-dessus. Ça va pas plaire au pro-Trump. Voilà, je peux pas en dire davantage. Ça va pas plaire au pro-Trump, mais c'est ça qui va être sympatoche. Voilà. Les copains. Les copains, une première vidéo. Enfin non, un peu d'actualité avant qu'on parte dans les vidéos plaisir, je suis bête. Vous l'avez peut-être vu passer, c'est tombé avant que je démarre l'émission. Le rappeur Puff Daddy reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Voilà, fin de l'actu, fin de l'analyse, hein, parce que bon bah... On a envie de se dire à la fois quelle surprise, et à la fois Puff Daddy aura réussi quelque chose que Epstein lui-même n'a pas réussi, qui est de ne même pas être condamné, malgré tout ce qui est reproché, malgré tous les éléments non coupables. Voilà, parce que les preuves, vous savez, quand vous avez 200 plaintes, est-ce qu'on peut parler de preuves ? Voilà, est-ce qu'on peut parler de victimes ? À partir de tu peux avoir 2000 plaintes. Là, c'est sérieux. 200 plaintes. Oh, ça ne suffit pas. Un milliard de plaintes, on peut commencer à vous prendre au sérieux dans un tribunal. Mais 200 plaintes, non. Oh, des victimes mineures. En plus, vous savez, écoutez... J'ai entendu les complotistes qui ont parlé de cette affaire, qui ont relevé des éléments, voilà, que certaines soirées de Puff Daddy étaient financées par des entreprises comme Microsoft, bon, par la marque NC, marque d'alcool. Voilà. Alors est-ce que, voilà, non mais... Oui, évidemment, il y avait des célébrités de tous bords dans les soirées de Puff Daddy, des célébrités que vous connaissez tous, qui ont essayé de le lâcher, fut un temps, en disant qu'il n'avait rien à faire avec lui, et finalement si. Enfin bref, est-ce qu'on peut parler de corruption ? Non. Est-ce qu'on peut parler d'un milieu des élites américaines où beaucoup de gens étaient mouillés ? Trop de gens pour faire tomber Puff Daddy ? Non. Je ne pense pas qu'on puisse parler de ça. Vous savez... je suis juriste depuis 3 jours maintenant, donc je sais de quoi je parle. On me l'enlèvera pas. J'ai été formé à l'université Alain Jakubowicz, donc j'ai quand même des idées assez précises. Vous savez, 200 plaintes des victimes, qui s'accumulent, des victimes à l'appel. On n'a même pas eu le temps de toutes les auditionner. Vous savez, quand vous avez également des preuves aussi claires sur ce genre d'affaires, gravissimes, on ne peut pas conclure. Puff Daddy ne m'a pas nommé. J'ai pas eu la chance d'être son avocat, mais personnellement, j'aurais plaidé pour le oups. C'est-à-dire, il arrive devant le juge. Oups. J'ai pas fait exprès. Je sais pas comment on dit en anglais, mais voilà. Pourquoi ? Attendez, là, je redeviens un petit peu sérieux. Je quitte le personnage, mais est-ce que vous pouvez me dire dans le chat pourquoi il aurait été condamné, à votre avis ? Dis donc, voilà. Merci à Sikoyo pour le subprime 15e mois, merci beaucoup. Donc, non, et cuire le cul également, sub 10e mois, merci beaucoup. Blague à part, les copains, on va pas se refaire toute l'affaire Puff Daddy, on en a beaucoup parlé chez Juste Milieu, on a déjà fait 3 vidéos sur le sujet si je dis pas de conneries. Je vais pas vous refaire tout le chapitre pour faire une séquence, certes, qui va faire des vues, vous savez déjà tout, et là, qu'est-ce que vous voulez que j'analyse ? Si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a à analyser sur cette décision de justice autour de Puff Daddy qui valide très clairement le fait qu'avec un tel dossier, si un mec n'est pas condamné, bon, c'est que il y a intérêt à ce qu'il ne le soit pas. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on pense par exemple aussi à l'affaire de Ghislaine Maxwell, la compagne de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein suicidé en prison, on le rappelle, attention, évidemment. Ghislaine Maxwell qui ne sera peut-être jamais jugée. Et je vous parie l'apéro que si elle l'est, elle aussi, soit elle sera suicidée, soit elle sera reconnue innocente là aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a rien à analyser. Je veux dire, peut-être qu'il va y avoir des vidéos qui vont être faites pour analyser le jugement de Puff Daddy. Pour dire quoi ? Pour dire que oui, c'est un scandale judiciaire et que oui, quelqu'un comme ça doit être condamné et que oui, s'il l'est pas, c'est qu'il y a de bonnes raisons de pas l'être. Bon voilà, fin de la séquence. Voilà, comptez pas sur moi pour faire du buzz à la con. Je pense qu'on est... Puis je l'ai assez fait en plus sur Puff Daddy avec 3 vidéos, ça suffit. Donc voilà, je voulais vous parler de cette info les amis, qui vient de tomber, c'est assez frais. Et
Et voilà. Par contre, ce qui est bien dans l'actualité, c'est que tu vois, on passe de ce genre de choses où t'as envie, t'en as marre, tu te dis, j'en ai marre de cette planète, j'en ai marre. Mais sur qui on peut compter? Quand on a le moral dans les Birkenstock, sur qui on peut compter? Valérie Pécresse, qui distribue de l'eau dans le métro parisien, regardez, enfin dans le RER exactement. C'est sympa, ça a été publié sur le compte TikTok officiel de Valérie Pécresse. Faut noter la performance parce qu'une gourde qui distribue des bouteilles d'eau, c'est pas courant. Yes! Deux doigts de me tirer, moi. C'est marrant, Ah, c'est marrant. super. Stand up. Il a les lancé tout. Calmons-nous ici. Ah. Turbulence, bureau. Ah ouais, là il y a de la turbulence, mais c'est un peu de ta faute. Hein. Petite mousse? Allez. Eh, on est mercredi. Oh, il est 10h. Ah, arrête un peu. Non mais voilà, petite séquence sur le compte TikTok de Valérie Pécresse qui nous rappelle quand même la belle période des présidentielles de 2022. Valérie Pécresse quand même, elle avait été incroyable. On déconne, mais elle avait été magnifique. Hein. Il n'y a rien calé pendant sa campagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez toutes les séquences, toutes les folies qu'on a eues, mais c'était énorme. Je suis en train de voir sur YouTube si je peux pas vous trouver un best-of de Valérie Pécresse. Ah bah attends, j'ai un top 10 des Pécresseries. Ça va être bien ça. Sur la chaîne YouTube FR+, je sais pas ce que c'est. On les embrasse. On va regarder leurs vidéos. Parce qu'on s'en lasse pas de Valérie Pécresse. Tu vois, je sais pas, il y a un côté Clara Morgan de la politique. Tu sais que c'est pas bien ce qu'elle fait. Tu le sais que c'est. T'as pas envie que tes enfants deviennent comme ça. Mais en même temps, t'y retournes. T'y retournes parce que c'est l'occasion d'un petit grand 8 d'émotion. Bon bah Valérie Pécresse, c'est pareil. Allez, on se met le top 10 des Pécresseries. On est là pour rigoler. Il est 5h et nous partons dans le Doubs. C'est ça la vraie vie d'une candidate qui ne vole pas dans les Falcons de la République. Oh putain, c'est vrai ça. Oh, c'est vrai celle-là. Quand elle avait pris le train avec son équipe, il se pelait le fiac et qu'elle avait dit ouais, c'est ça quand on prend pas le Falcon de la République. Mais en fait, t'as pas de Falcon de la République, Valérie. C'est pour le président et le Premier ministre à la rigueur que tu n'es pas. Donc en fait, toi à la limite, tu peux voyager en EasyJet, tu vois. Ou je sais pas, t'as qu'à vendre 2-3 bijoux de ta copine Rachida Dati, puis tu voyages en Air Dati par exemple. Mais sinon, c'est compliqué. Hein. Rappelez qu'avec l'assurance Automaf Pro, tout vaut bien. Embarquer à bord son... À New York, pour France Info, Bertrand Galichet. Proposition donc, hier soir sur TF1. Alexei Navalny a été de nouveau arrêté. Très bien, il y a encore beaucoup d'Argentins qui jouent en France. Quand je vous entends, je comprends pourquoi dans Paysan, il y a pays. Voilà. Vous serez où, vous, d'ailleurs, en 2024? À quelle fonction vous voyez projeté comment? Essaye. Merci Nicolas. Merci. Celui-là, c'est le Boris Johnson. Il est blond. Ah, écoutez, il y a un malentendu avec moi. C'est ma blondeur. C'est un malentendu. Contre les particularismes, nous avons battu. Ce que j'ai eu, je l'ai conquis. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Sondage, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Mesdames et messieurs, mes chers amis, il est temps, c'est le moment du discours. Vous savez que le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» Eh ben moi, je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, enfin plus de fromage que de jours dans l'année. Voilà. Pour moi, ce serait un immense honneur et un immense bonheur. Et moi, je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a une vision de la femme comme d'un être inférieur, vous comprenez bien. Il faut une femme pour faire le ménage. Il faut une femme pour faire le ménage. Mais franchement, on oublie le chef-d'œuvre. On oublie le chef-d'œuvre. Mais vous savez à qui elle me fait penser? Valérie Pécresse, c'est
le personnage de Florence Foresti dans On a tout essayé, c'était truc du pipeau là, je sais pas quoi là. Attends, c'était quoi oui, c'est ça, Dominique Pipeau. Dominique Pipeau, on va s'en mettre une petite. Alors, si vous regardez le replay sur YouTube, vous pouvez pas voir ce genre d'extrait parce que pour des questions de droit, on est obligé de l'enlever au montage. Voilà, Dominique Pipeau. Alors déjà, tout le talent et le génie de Florence Foresti, évidemment, qui était beaucoup trop forte avec ses personnages. Mais en fait, c'était Valérie Pécresse. En fait, c'est Valérie Pécresse. Je vous mets quelques minutes pour se remémorer. C'était dans On a tout essayé, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, voire 15. Ça régalait. Ça régalait. Et qu'est-ce qu'elle est forte, Florence Foresti. Qu'elle était forte, qu'elle est toujours. Et Dominique Pipeau, mais même dans la gueule, presque. Il y a quelque chose de l'ordre de Valérie. Et qu'est-ce qu'elle est forte. Mais je trouve que, sans transition, on passe d'un sujet à l'autre, mais bon, au-delà de le magnifique pastiche partant bleu, pastiche délicieux, des politiciens, des politiciennes, ou vraiment Pécresse, c'est exactement ça. Florence Foresti, je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-moi dans le chat, mais je trouve que Florence Foresti, c'est l'une de nos meilleures humoristes et qu'elle n'a jamais varié. Mais vraiment, sur la scène, je la mets mais au top niveau. Au top niveau, et elle a toujours été nickel. Toujours impeccable. À pas en faire trop. Le peu de films qu'elle a fait, globalement, c'était quand même très bien à chaque fois. Puis sur scène, c'est une taulière, quoi. Son dernier spectacle, Boys, 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 je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est complètement dingo. Complètement dingo. Elle est trop forte. C'est la patronne. Je trouve que sur la scène actuelle, enfin, depuis les années 2000, en gros, même si en plus le monde de l'humour est quand même peu féminin, et ça c'est malheureux, il y a beaucoup plus d'humoristes masculins que de femmes, ça faut le reconnaître. Et sur le peu de femmes, pas assez, qu'on a pu voir sur scène, je trouve que Florence Foresti est trop fort, quoi. Beaucoup trop fort. Il y a eu Muriel Robin dans les années 90, je trouve que la réunion de chantier, l'addition, les sketchs de Muriel Robin, c'est du très très haut niveau. Mais Florence Foresti, depuis, enfin, il n'y a pas match, quoi. Je trouve qu'elle met une danse à tout le monde. J'adore Blanche Gardin, mais je trouve que Foresti met une danse à Blanche Gardin. Après, les deux sont, voilà, bah, je parle, tu vois, j'essaie d'être stagiaire humoriste, donc rien à voir. Hein. Je suis en Régional 4, là, on parle de la Ligue 1, mais je trouve que, ouais, je vous invite vraiment à voir son dernier spectacle, à Florence Foresti. C'est balèze, et en plus, ce qui est fou, c'est qu'elle s'est un peu fait tacler. Parce que c'est le ressenti en fait d'une femme de 50 ans qui a eu sa fille qui est devenue ado, même jeune femme, et tout le décalage en fait temporel. Et elle s'est un peu fait taper dessus parce que il y a un côté un peu réac en fait. Et j'avais vu quelques critiques à droite, à gauche, surtout à gauche d'ailleurs, qui disaient ouais Florence Foresti machin, elle a versé dans un truc un peu conservateur. Et donc en fait, elle balance des trucs où tu dis putain c'est énervé et tout. Alors qu'en fait, c'est aiguisé, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Le jeu est parfait, tout est parfait, j'adore les amis, n'hésitez pas à jeter un œil. Sikoyo qui dit chez les femmes maintenant et en plus engagées, il y a Karine Dubernet et la Bajon qui sont plutôt incisives, absolument. C'est vrai que voilà, là je vous l'ai dit, je parle de Florence Foresti, mais il y en a évidemment plein d'autres, hein, quand on parle de quelqu'un, il y en a évidemment d'autres. Et ouais, la Bajon, Karine Dubernet. J'aime beaucoup Fanny Ruvet, j'aime beaucoup Elodie Pou me fait marrer. Il y a Florence Mendes que j'aime beaucoup. Il y a qui d'autre Attends, si, il y en a une. Tania Dutel que j'aime beaucoup aussi. Il y en a, bref, voilà, ça fait plaisir. Il y a du renouvellement, il y a de plus en plus de femmes dans le monde de la scène, donc ça c'est cool. Et Laura Lone, évidemment. Blooby 3 qui nous dit Ferrari. Alors j'espère que tu parles de Laurence Ferrari, hein, qui est une très bonne humoriste, parce que Jérémy Ferrari est un homme, jusqu'à preuve du contraire. Swan Périssé, je connais pas encore beaucoup, mais le peu que j'ai vu, ça m'avait beaucoup plu, effectivement. Faut que je regarde davantage. Laura Felpin, j'adore l'actrice. Alors pour le coup, dans série film, j'adore. J'ai un peu moins aimé son spectacle, mais c'est vrai qu'elle est fortiche. C'est vrai qu'elle est super fortiche. Là encore, quand on parle d'incarnation de personnage, très fort Laura Felpin. Et puis elle a un visage, elle a un truc vraiment balèze, quoi. Vraiment balèze. Donc voilà les amis, on est passé du coq à l'âne et ça fait plaisir, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans le Juste Bistrot. Et je vais vous amener, et je vous l'ai dit, c'est du plaisir aujourd'hui. C'est le nouveau Juste Bistrot. Le nouveau Juste Bistrot est arrivé. On va parler d'histoire. Histoire et gastronomie. Tu vas voir, c'est un truc sympatoche. On va découvrir la vie d'un bonhomme que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Vatel. Vous savez, Vatel, du nom de ce maître d'hôtel bien connu, qui est mort pour du poisson. Et voilà. Tu vois, l'accroche, elle est solide, l'accroche. Tu dis, merde, quand même se buter avec du poisson, pourquoi pas? Se faire buter par un poisson, pourquoi pas? Mais
se donner la mort à cause d'un poisson, là c'est quand même autre chose. Et on va aller à la découverte de la vie de François Vatel, c'est ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui les amis dans le Juste Bistrot. On va faire du react, regarder des vidéos, voilà, ça fait plaisir pour apprendre des choses. Et surtout on va mettre en avant le boulot d'une chaîne YouTube que j'aime bien, qui mérite vraiment beaucoup de choses, qui mérite d'être plus connu. Donc je connais pas le monsieur, hein, j'ai pas la chance de le connaître encore, l'animateur de cette chaîne, ça s'appelle Dans ton assiette, et il fait un boulot vraiment chouette, il fait des vidéos vraiment sympatoches, donc on va regarder sa vidéo. Mais je vous invite à vous abonner. Voilà, vous savez, à chaque fois que je regarde des contenus d'une chaîne YouTube, quand on prend le temps vraiment, qu'on regarde l'entièreté du contenu, le plus important, c'est de donner un coup de pouce et d'inviter les gens à aller s'abonner, à regarder davantage donc, de contenu de cette chaîne qui s'appelle Dans ton assiette. Abonnez-vous, regardez, il fait des trucs vraiment super. Et on va découvrir sa vidéo sur le destin tragique de François Vatel. Et ça fait plaisir, on apprend des choses, on se régale, c'est parti. Bonjour bande de petits gourmands, je suis Alexandre Jouan avec un bouton sur le front et des cheveux trop longs, et aujourd'hui c'est exceptionnel puisqu'on va parler de Vatel. Qui ça? De Vatel. Ah, l'eau minérale? Non, ça c'est Vitel. Ah, mais je vois, c'est l'entreprise qui commercialise les Barbies. Ça c'est Mattel, le mec qui a repoussé les Arabes à Poitiers. Charles Martel, une église n'ayant pas le titre de paroisse, une chapelle. Le cousin du blaireau, un ratel. Bon alors là, honnêtement, je vois pas. Un petit indice peut-être? Ah, d'accord. Le cuisinier Vatel. Orchestre, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va parler de Vatel et je vais vous donner quelques explications avant de commencer. Tout d'abord, j'ai été surpris en faisant mes recherches de voir qu'on ne sait en réalité très peu de choses sur Vatel. En effet, nous n'avons quasiment rien sur sa vie privée. En fait, il y a beaucoup de légendes autour de lui. Probablement car la démesure et le tragique de sa vie a quelque chose de fascinant. Tout au long de cette vidéo, je ne m'attarderai donc que sur ce qui est attesté de sa vie. Et pour commencer à briser certains mythes, Vatel n'a jamais été cuisinier. Il était maître d'hôtel et intendant, c'est-à-dire qu'il supervisait et organisait les châteaux qu'on lui confiait. Aussi, il n'a jamais inventé la chantilly comme le voudrait la légende, car on a retrouvé des recettes plus anciennes de chantilly en Italie. Ah oui, et pour terminer, on n'a quasiment aucune représentation de Vatel, alors j'utiliserai un Gérard Depardieu pour l'illustrer, car il l'a interprété dans le très fantaisiste et américain film Vatel. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez rien rater, la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format. Et bien sûr, un like pour le déguisement. Bon, prenez place, nobles gens. Je vais vous narrer la tragique histoire de François Vatel. Nous sommes le 17 août 1661 à Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet a organisé une fête exceptionnelle qui a marqué l'histoire de France. Il est 18h. Le roi Louis XIV arrive au château accompagné d'Anne d'Autriche sa mère et de Monsieur son frère, ainsi que toute sa cour. Le château, flambant neuf, est sublime. C'est à l'architecte Louis Levaux qu'on le doit. Le roi fait d'abord la visite des jardins aménagés par André le Nôtre. Le repas qui s'ensuit est grandiose. Après le souper, on s'installe dans un théâtre à ciel ouvert pour une comédie-ballet inédite écrite pour l'occasion par Molière, Les Fâcheux. Lully signe l'accompagnement musical. Au cours de la soirée, Charles Lebrun peint le portrait du roi Soleil. La soirée se termine sur un feu d'artifice mémorable. Louis XIV, alors âgé de seulement 22 ans, est très impressionné par ce qu'il voit. En réalité, il est même plus qu'impressionné car Versailles sera bâti dans la foulée, directement inspiré de ce que le jeune roi a vu ce soir-là. Levaux en sera l'un des architectes, Le Nôtre le paysagiste, Lebrun signera le plafond de la Galerie des Glaces, Molière et Lully seront des artistes officiels de la cour. Vous voyez, quand je vous ai dit que cette fête a marqué l'histoire de France, je n'exagérais pas. Et bien sûr, l'homme qui a orchestré cette fête n'était autre que François Vatel. Vatel est né le 17 janvier 1632 à Tournai. Du moins c'est ce qu'on pense car le registre paroissial a été détruit. On sait très peu de choses à part qu'il était le fils d'un laboureur, et son ascension sociale reste un mystère. Sa première trace attestée remonte à août 1656 où il prend le poste de maître d'hôtel auprès de Nicolas Fouquet. Fouquet est alors très puissant, probablement l'un des plus puissants du royaume. Il est surintendant aux finances. Vatel est alors l'homme à tout faire de Fouquet. Il est responsable des achats, des réserves alimentaires, il gère les comptes, le mobilier et la vaisselle, l'inventaire des armes, il supervise les travaux et bien sûr il organise des réceptions et les déplacements.
Il s'est rapidement fait un nom, Colbert et Mazarin l'empruntent de temps en temps lorsque la France reçoit un hôte de marque. Il sera également nommé argentier de Monsieur le frère du roi. En gros, il gérera ses finances. Cette fulgurante ascension se fera sans interruption jusqu'à la fameuse fête de Vaux-le-Vicomte, le 17 août 1661. En voulant impressionner le roi, Fouquet a provoqué jalousie et colère de Louis XIV, qui plus est, influencé par Colbert qui désirait plus que tout au monde le poste de Fouquet. Le 5 septembre 1661, soit 3 semaines plus tard, Fouquet est arrêté à Nantes par D'Artagnan sur ordre du roi. Le motif, il est soupçonné de malversation. Vatel apprend ça, et se sentant en danger, il s'exile alors en Angleterre pendant 4 ans. Il ne sera donc pas présent lors du procès de Fouquet, durant lesquels seront étudiés scrupuleusement ses comptes. Malgré son absence, Vatel sera toutefois mis hors de cause. Il disparaît donc 4 ans et on le retrouve le 9 juillet 1665, date à laquelle il reprend ses fonctions d'argentier de Monsieur le frère du roi. En 1667, il entre au service du cousin de Louis XIV, le prince de Condé, dit le Grand Condé. Absolument rien à voir avec la police. La maison Condé est alors très puissante. Plus de 500 personnes vivent dans leurs différentes propriétés. Des hommes d'affaires, des intendants, des trésoriers et j'en passe. Vatel y est le contrôleur général, il gère les propriétés de Paris, de Saint-Maur et de Chantilly. Il est responsable de tout ce qui y entre et y sort, de la bouche aux écuries. Vous ai-je dit que le prince de Condé était très puissant? Il était aussi très endetté. Mais bon, ça l'empêchait pas de faire des dépenses de ouf. Vatel devait jongler avec les créanciers. Il devait également organiser des fêtes toujours plus extraordinaires. Par exemple, en 1669, lors de la venue de Jean Casimir, ancien roi de Pologne, il dut organiser une fête qui dura 4 jours. Sur cette gravure de Nicolas de Poilly, on le voit en train de dresser la table. C'est l'une des très rares représentations d'époque de Vatel. Avril 1671, Vatel est à Chantilly. Il doit préparer une fête grandiose, probablement la plus grande fête de tous les temps. Le roi sera présent du 23 au 25 avril, et tenez-vous bien, il sera accompagné de plus de 2000 courtisans. Sur ces 3 jours, Condé joue ses dernières cartes et fait tapis. Il est ruiné et espère faire bonne impression et ainsi s'attirer la bonne grâce du roi son cousin. Peut-être lui laisserait-il alors prendre la tête des armées royales. Pour ce faire, Vatel a carte blanche et surtout budget illimité. Des sommes astronomiques seront alors dépensées. Vatel doit gérer les approvisionnements, ce qui n'était clairement pas la même chose qu'aujourd'hui. Il doit trouver où loger les 2000 personnes, le château n'a pas la capacité d'accueillir autant de monde, alors seront dressées des tentes dans les jardins, comme un camp militaire, et seront réquisitionnées les auberges alentours. Il doit aussi préparer les menus, faire des plans de table, trouver le personnel nécessaire dans les environs de Chantilly, faire venir des artistes. Le travail est juste colossal. Vatel est surmené et dans un état de stress maximal. 23 avril 1671. Au loin, un nuage de fumée se rapproche. Il s'agit du cortège royal. Le roi et ses 2000 courtisans. Comme à Vaux-le-Vicomte, le roi est accueilli, visite les jardins et entre pour souper. Premier service. On sert un potage et des hors-d'œuvre sous cloche d'argent. Deuxième service. Les entrées. Le roi mange dans des assiettes en vermeil. Pour les autres, ce sont des assiettes en argent. Le roi mange avec les doigts comme la plupart des gens de l'époque. La fourchette avait été amenée d'Italie un siècle plus tôt par Catherine de Médicis, mais n'avait toujours pas trouvé sa place sur les tables françaises. Le roi boit un bourgogne rouge dans un pied à verre, ce sont ses médecins qui lui ont prescrit d'en boire. Troisième service, on sert le rôti et les entremets. Il manque des rôtis sur certaines tables, en effet les invités sont plus nombreux que prévu. Vatel craque, il est désespéré. On tire ensuite le feu d'artifice. La lune étant ce soir-là un peu trop lumineuse, elle obscurcit le feu d'artifice, et on peut dire que c'est pas hyper réussi. Ces 2 incidents perturbent Vatel. Il dit plusieurs fois à Gourville, son second, « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. » Gourville en fit part au prince qui, le soir venu, vint à sa chambre pour le réconforter. « Vatel, tout va bien, rien n'a été si beau que le souper du roi. Monseigneur, votre bonté m'achève, je sais que le rôti a manqué à 2 tables. » Ces faits sont rapportés par Madame de Sévigné dans une lettre du 24 avril. J'ai mis sa lettre complète en lien dans la description. Selon elle, Vatel n'aurait pas dormi depuis 11 nuits et il n'est pas prêt de dormir non plus cette nuit-là. La nuit dut être terrible pour lui. 24 avril 1671. Nous sommes vendredi. Le menu doit alors être composé de poissons. Vatel a commandé du poisson à différents ports de France, et dès le lever du soleil, il est dans les cuisines. 2 charges de marée sont arrivées, mais il en manque. Les minutes passent, et Vatel est dans un état second.
Il prévient Gourville. « Je ne survivrai pas si la marée venait à ne pas arriver. 8 heures du matin. La marée n'est toujours pas arrivée. Pour Vatel, c'est fini. Elle n'arrivera pas. » Toujours selon Madame de Sévigné, Vatel va à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur. Mais ce n'est qu'au 3e coup, car il s'en donna 2 qui n'étaient pas mortels, il tombe mort. La marée cependant arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte. On le retrouve noyé dans son sang. C'est une mort effroyable que s'est donnée le pauvre Vatel, d'une violence inouïe, témoignant d'un niveau de stress et d'angoisse dû à la pression colossale sur ses épaules. À Chantilly, le poisson arrivait par la route de Amiens à Paris. Les chasse-marées étaient chargés de ce transport et les élus de la mer étaient chargés, eux, de l'entretien de la route, et pour ce faire, des corvées étaient imposées aux riverains. Mais Colbert avait fait supprimer ces corvées. La route s'était donc ainsi détériorée, rendant le transport plus difficile. Le poisson fut livré, mais en retard de 4 heures. Mais est-ce vraiment le retard qui tua Vatel? Probablement pas. Il était dans un état d'anxiété extrême. Les problèmes qu'il a rencontrés étaient dérisoires face au gigantisme de la tâche qui l'incombait. La fête était une immense réussite en réalité. Lorsqu'il a vu que les premières marées avaient été livrées, cela aurait dû, rationnellement, le rassurer. Mais au contraire, cela a eu pour effet d'augmenter son stress qui était déjà maximal. On voit bien que ce qui l'a conduit à ce terrible geste, avec les éléments dont nous disposons, c'est le surmenage. Il a fait un burn-out. Louis XIV fut touché par ce drame, il appréciait personnellement Vatel. Il ordonna que désormais les banquets se limiteraient à 2 tables. Par la suite, Vatel fut oublié, on ne le retrouve dans aucun livre gastronomique ou historique. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il réapparaît dans la littérature, notamment cité par le chef Antonin Carême. Mais en pleine période du romantisme, c'est plus sa tragédie que l'on cite que son œuvre. Et c'est à cette période que l'on y a forgé sa légende. En réalité, Vatel n'a pas réellement révolutionné la cuisine, n'étant pas lui-même cuisinier. En revanche, il a contribué, avec d'autres de son temps bien sûr, à créer la haute gastronomie française. Il a fait sortir la France de la gastronomie du Moyen-Âge avec des arts de la table, le service à la française, un savoir-être à table, l'introduction du sucré en fin de repas, l'abandon des épices lointaines au profit des herbes locales. Il a fait de la gastronomie un art, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Si la France est aujourd'hui communément associée à la gastronomie et au luxe, c'est en partie un héritage que l'on doit au travail de François Vatel. Pour terminer, j'aimerais vous citer la morale d'une fable écrite par La Fontaine 3 ans avant le drame de Vatel. Les 2 taureaux et une grenouille. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. Drôle de personnage que ce François Vatel, les amis de la cour de Louis XIV. C'est beau, hein, t'as vu? Les plans de Versailles vus du ciel, c'est joli. Hein. Ça fait plaisir. Ça, faut visiter. Hein. Ça, c'est chouette. Hein. Les châteaux de la Loire, c'est magnifique. Hein. Si vous avez l'occasion, faut en faire certains. Il y en a une collection. Hein. C'est con de pas y aller en plus. Hein. Ça, c'est chouette. Et drôle de vie de François Vatel. Et c'est vrai que on connaîtrait pas ça aujourd'hui. À mon avis, hein, un personnage politique qui faillirait à sa mission en arriverait comme ça. L'extrême onction, là, à mon avis, bon, après, c'est pas ce qu'on leur demande aussi. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu entre les deux. Mais personnage assez extraordinaire. Et je voulais vous montrer ça. Et donc, allez-y vraiment, allez vous abonner, les amis, à la chaîne. Hein, dans ton assiette, tu vois, je vais le faire, j'ai cliqué. Je vous dis ça, mais je ne l'étais pas moi-même, c'est fait. C'est cliqué. Il fait vraiment un boulot chouette, je trouve, sur l'histoire et sur la vulgarisation gastronomique, donc c'est vraiment chouettos, donc n'hésitez pas les amis à lui donner de la force. Voilà. Men qui dit c'est aussi pour ce genre de sujet que j'adore Juste Milieu Twitch, on découvre. Ben voilà, merci les amis, c'est aussi le but, hein, je vous l'ai dit, de plus en plus de panacher un petit peu certaines choses, de vous faire partager aussi des sujets qui moi me passionnent, d'apprendre des choses avec vous, de découvrir des choses, de vous faire découvrir des choses, et c'est ce qui est sympatoche. Voilà. Autorank qui dit j'ai faim maintenant. Ben moi aussi, de toute façon j'ai faim depuis 31 ans mon pauvre ami, donc c'est vrai que c'est fou. Alors, Anarchy08 qui n'arrive pas à se détacher du réel, qui dit « C'est sûr que les soirées du roi, ça n'a rien à voir avec celles de l'Élysée, avec Macron et sa bande. » Ah, détendez-vous les amis. C'est aussi, vous savez, je réponds à mon Anarchy08, mais pour la blague, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est vrai. Quand on rapporte en permanence, tu sais, à l'époque actuelle, je pense que c'est un piège. C'est un piège, tu sais, quand on s'enferme à vouloir tout comparer à notre réalité. Tu sais, t'as une forme de pesanteur où on oublie de rêver.
Tu vois, on oublie de s'envoler un peu, de regarder ce qu'il y avait avant, de s'émerveiller. Et juste de s'émerveiller, tu vois. Et pas de dire, tiens, on regarde quelque chose de magnifique. Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ça. Je trouve que ça rajoute de la grisaille, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire découvrir des choses sympas, j'espère, intéressantes. Et surtout pour éviter la pesanteur. Pour ne pas tout ramener à chaque fois à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que ça salit, en fait. Ça salit les choses, tu vois, les belles choses qu'il y a derrière nous. Le fait qu'on soit au niveau ou pas aujourd'hui, au bout d'un moment, tant pis. On s'en fout. Je vous montre pas ça par rapport à aujourd'hui, si tu veux. Je le montre parce que je trouve ça très intéressant et je trouve que ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien d'éviter ça. Mazette voilà Mimei 57 qui dit c'est du récentisme, on n'est qu'une parenthèse, ça se trouve dans 30 ans on a un renouveau qui sait. Absolument, c'est une forme de positif à avoir, complètement, voilà, il faut se satisfaire du nécessaire, une fois de plus. Voilà, Balou, hein, pour ne citer que lui. Donc, petite vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, les amis, sur ce destin tragique de François Vatel. Drôle de personnage, mais passionnant destin. Les copains, voilà. Anarchy08 qui répond, mon Anarchy08 qui dit je suis d'accord avec toi, j'en fais juste une comparaison risible. Mais non, mais sur le fond, je suis d'accord. Mais je trouve que ça fait du bien aussi, c'est décrocher un petit peu certaines choses. Mais je te rejoins. Mithridat qui dit salut mon Rémi, il y a moyen de passer dans le salon vocal 30 secondes. Alors, non, parce qu'on a un problème sur Discord, je peux plus l'allumer. Faut qu'on regarde ça, de le désinstaller, de le réinstaller. J'ai un problème avec Discord. On n'arrive plus à lancer le logiciel là depuis hier. Attends, je réessaye en direct si jamais. Là, t'as vu, j'ai fait CTRL-ALT-SUP. Donc déjà, là, il commence à y avoir une maîtrise de l'outil, hein. Maîtrise de l'internet, de l'informatique. Attends, regarde, bouge pas, je réessaye. Sinon, je vais le désinstaller et le réinstaller. Mais, ouais, tu vois, ça se... Attends, starting. Ah, attends. Starting, non. Voilà. Ouais, non, ça fait un écran noir. Il se lance pas le bordel. Je vais le désinstaller demain, le remettre, je vous tiens au courant. Évidemment, vous savez que c'est pas un refus de ma part. Là, on a un problème de logiciel. Et ça, c'est peut-être encore un coup des Russes. Ça fait beaucoup de choses. Hein, très clairement. Merde, attends. Alors dégage maintenant Discord parce qu'il veut plus bouger. Voilà. Marie 2, Marc qui dit j'ai l'air malin moi avec mes amandes grillées. Ouais, mais oui, mais c'est sûr que là, quand tu parles de la cour de Versailles, ça bricolait. Hein, ça savait bricoler. Il y avait quand même une belle maîtrise de la gastronomie. Il y a quand même quelque chose. Et c'est vrai que tu vois, je rêverais d'y aller. C'est un truc con, mais je rêverais d'y aller, bon, pour voir, pour constater un peu l'ambiance. Tu sais, il y a un côté... c'est un peu le Macumba de l'époque, tu vois, Versailles. Ça s'envoyait des grandes viandes, des grandes soirées, c'était super. Et je rêverais de faire un repas à cette époque pour voir le goût des aliments qu'on mange encore aujourd'hui. Tu vois, quand ils bricolent des fruits, de la volaille, du bœuf, est-ce que ça avait le même goût qu'aujourd'hui ? Après l'ère industrielle, après l'ère du chimique, de tout ce que vous voulez, tu vois, à quel point il y avait un différentiel là-dessus. On raconte que les fruits, par exemple, étaient beaucoup plus riches en termes de nutriments, et qu'une pomme, typiquement, je crois, il y avait, c'est un truc sidérant, il y avait 5 ou 10 fois plus de nutriments qu'une pomme aujourd'hui. Mais je serais assez passionné, en fait, de comparer ça, et de voir, de comparer à quel point les choses ont évolué en termes de goût et tout. Je trouverais ça vraiment chouette, tu vois. C'est vrai que Phil de la 71 qui dit tout était bio, ah bah là oui, là pour le coup, là c'était plus que bio, c'est clair. Qu'une d'une 73 qui dit surtout il n'y avait pas de sauce tomate ni de patate. Ah oui, sauce tomate, ça vient d'Amérique du Sud, la tomate, si je dis pas de conneries. Donc c'est l'ami Cricri Colomb qui nous l'a ramené avec ses potes. Christophe Colomb qui portait bien son nom de famille, quand même. Ça aussi, hein. Comme Marc Dutroux, comme Sibeth Ndiaye. Il y a quand même parfois des prénoms, des noms qui te destinent. Hein. C'est assez dingo, assez dingo. Voilà, Renard 83, le lourdeau, il en faut un, et c'est pour ça que j'aime ma communauté qui dit moi j'aimerais faire pareil mais avec une femme de l'époque, voilà. Parce qu'il faut des lourdeaux, il faut un quota Gérard Larcher dans l'humour, sinon on n'y arrive pas, et d'habitude c'est moi le quota Larcher, ça fait plaisir. Mon Geoffroy 90 qui dit quand je discute avec mes grands potes oncles dont un qui était chef de cuisine, ils sont unanimes, ça n'a plus du tout les mêmes saveurs. Ah, je pense que, mais déjà rien qu'il y a 20-30 ans, hein, si tu compares à quelques décennies en arrière, à mon avis, ça doit être quelque chose déjà, ça doit être quelque chose. Mais drôle de vie, ouais, drôle de vie que celle de
drôle de vie que celle de Vatel. Phil entre autres qui dit basé sur quoi Rémi, comment étudie-t-on une pomme vieille de quelques siècles à l'époque sûrement pas chelou. J'ai lu ça quelque part, j'avais lu ça quelque part. Après tu sais, voilà, là je vais pas faire 12 minutes là-dessus. Je creuserai la question, si ça t'intéresse, je te ferai un exposé. Non, on peut regarder. Je pense qu'il y a des types dont c'est le boulot et tu peux t'en sortir, hein. Tu peux trouver. Tu vois, regarde, tiens, voilà, je réponds à ta question en direct parce que c'est vrai que c'est intéressant, faut pas dire de bêtises. Science et Vie, c'est un peu sérieux, c'est pas Pif Gadget. Hein. Bon, Pif Gadget, ils interviewent le président aussi, mais est-il vrai que les pommes sont moins nutritives qu'autrefois? Donc c'est Science et Vie, après tu peux les mettre en doute, Science et Vie, hein, mais qu'est-ce qu'ils nous disent, Science et Vie? Cette idée absolument fausse est entretenue par des études scientifiques essentiellement réalisées aux États-Unis et en Angleterre à la fin des années 90. Ces publications affirmaient à l'époque que depuis 60 ans, les quantités de vitamines et de minéraux avaient drastiquement diminué, non seulement dans les pommes, mais plus largement dans tous les fruits et légumes. Ainsi, nos pommes contiendraient 100 fois moins de vitamine C qu'en 1950, nos carottes auraient perdu 75% de leur magnésium et nos épinards plus de 90% de leur cuivre. En réalité, il n'existe pas plus aujourd'hui qu'il y a 60 ans une seule sorte de pomme, mais une multitude de variétés, environ 1 millier dans le monde au contenu nutritionnel très différent. Or, à variété égale, fruits ou légumes n'ont quasiment pas vu le rapport diminuer. La teneur en vitamine C des pommes diffère au moins d'un facteur 10, suivant la variété, l'exposition du fruit, la date de récolte et la durée de conservation, et cela n'a pas changé depuis 1950, atteste Catherine Renard, directrice de l'unité sécurité et qualité des produits d'origine végétale de l'université d'Avignon. Bah, tu vois, j'ai fact-checké en direct. Bah tu vois, c'est cool. T'as eu raison, Phil, entre autres. J'ai fact-checké en direct. Parce que j'avais lu ça rapidos comme ça. Et bah tu vois, on fait du fact-checking chez Juste Milieu. On part de François Vatel au fact-checking grâce à Science et Vie. Et c'est vrai que ça tient la route selon les espèces de pommes, hein, évidemment. Voilà, de toute façon, les pommes, c'est comme les politiciens. Hein, je veux dire, c'est la même famille politique. T'en as qui ont plus ou moins de vitamines. Hein. C'est comme ça, hein, que tu veux que je te dise. Hein. Tu vois, Crackpo qui dit c'est déjà arrivé la tomate et la pomme de terre en 1641 vu que Christophe Colomb c'est 1492. Ah, il a raison. C'est vrai que c'est fou, en 3 minutes je vous ai dit n'importe quoi. Hein. C'est un combo. Christophe Colomb 92. 1492, Versailles c'est après. Évidemment. Louis XIV c'est après. Il a raison, Crackpo. J'ai vu qu'il était pas content. Hein. Il s'est énervé, il a raison. Cuire le cul qui dit des nouvelles de Julien Pain. Bah non, évidemment que non. Hein. Sur la proposition du débat, j'avais pas beaucoup d'espoir, très honnêtement. Mais il y a l'extrait vidéo qui sort sur la chaîne, qui sort vendredi. Ça sort ce vendredi. Donc on verra. Peut-être ça, si vous êtes de plus en plus nombreux à relayer en fait l'histoire, merde, attends, putain, il y a le gros plan, c'est terrible. À relayer l'histoire et à le taguer pour le débat, moi j'espère, je pense que c'est une chose intéressante à faire. Maintenant, bon, il fait ce qu'il veut, hein, le camarade. Hein. Et le petit go qui dit on avait aussi du chocolat à la cour de Versailles, absolument. Ça par contre, je suis d'accord. Qu'une dune 73 qui dit il faut attendre Parmentier pour la cuisson des patates. Je vois que c'est un sujet qui vous pèse la patate. Et ça fait plaisir. Les amis, on va enchaîner sur une autre vidéo que je voulais vous montrer. Là encore, pour s'ouvrir un peu l'esprit, pour s'intéresser à plein de choses, on va aller dans le monde du cinéma. Et vous savez, en plus c'est une chaîne que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, c'est la chaîne Calmos, avec son format rigolo, qui étudie et décortique les comédies, le monde de la comédie. Et là, c'est, je crois, l'un de mes épisodes préférés avec celui sur les bronzés, sur les répliques cultes de Michel Audiard. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, cette fameuse phrase, hein, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le jour où les cons seront en orbite, t'as pas fini de tourner. Du très solide, on adore Audiard évidemment. Et je voulais vous montrer cet épisode là encore, le travail extraordinaire de Calmos, cette chaîne YouTube. Je vous invite une fois de plus à vous abonner. Ils font un travail de fou, c'est passionnant, c'est génial, c'est intelligent, on apprend plein de trucs. On se met selle sur Michel Audiard, vous savez, c'est le partage des petits plaisirs, c'est aussi ça le Juste Bistrot les copains. On se régale, c'est parti. Le prénom du marquis de Sade. Comment tu veux que je me rappelle, moi? Bon, penchons-nous d'abord sur Les Tontons Flingueurs, le 8e film de Georges Lautner, pour tenter de comprendre comment on écrit des dialogues cultes. Vous avez sorti le vitriol? Nous sommes en 1963.
Le nouveau franc redevient le franc. Un petit groupe de Liverpool sort son premier album. Le président des États-Unis a fait allemand LV1. Ich bin ein Berliner. Mais le 22 novembre, soit 5 jours avant la sortie des Tontons, le président des États-Unis se fait... Les Tontons Flingueurs, c'est l'histoire de Fernand, un ancien malfrat reconverti en vendeur de tracteurs dans le Tarn-et-Garonne. Seulement voilà, son vieil ami Louis, dit le Mexicain, s'apprête à passer l'arme à gauche. Je suis revenu pour canner ici. Avant de mourir, il confie à Fernand ses affaires crapuleuses et lui demande surtout de veiller sur sa fille Patricia, qui ignore tout de ses activités. Vous êtes bien l'oncle Fernand? Les différents lieutenants du parrain disparu accueillent très mal la nouvelle et Fernand va devoir, bien malgré lui, faire face à une guerre de succession. Les chacals se disputent l'Empire. Cette intrigue, somme toute assez classique, sert surtout de toile de fond à de succulentes joutes oratoires parsemées de répliques inoubliables. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais avant de nous pencher en détail sur la question des dialogues, prenons le temps, si vous le voulez bien, de détailler le contexte. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Dans le rôle principal, Lino Ventura ne sort pas de nulle part. Catcheur de formation, il débute sa carrière cinématographique 10 ans plus tôt grâce à Jacques Becker, qui le choisit pour donner la réplique à Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Tu m'entends bien? Le film est adapté d'un roman d'Albert Simonin, le premier de sa trilogie du Grisby, qui participe au début des années 50 à populariser une nouvelle collection de Gallimard consacrée au polar, la série noire. Née en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la série noire est facilement reconnaissable dans les rayons des librairies, à ses couvertures, noires. On y trouve la crème du roman policier, notamment américain, qui fait la part belle au meurtre, à l'alcool et à la prostitution. Parallèlement, outre-Atlantique, cette même littérature dite hard-boiled nourrit le cinéma hollywoodien qui voit apparaître le film noir. Ce genre à part se caractérise par ses thèmes de polar ténébreux, traversés par une poignée d'archétypes comme le détective privé, l'homme persécuté ou la femme fatale. Le style visuel du film noir est très marqué, fait de clair-obscur et de contre-plongée, notamment inspiré du cinéma expressionniste allemand. Mais le film noir est aussi, dans sa morale, un héritier indirect du réalisme poétique français des années 30, et en particulier de films avec Jean Gabin, qui faisait déjà des voyous et des criminels, des figures romantiques ou tragiques. Vous voyez, il est comme vous. Il a un œil gai et l'autre qui est un tout petit peu triste. Après avoir fait les beaux jours d'Hollywood pendant une vingtaine d'années, le film noir connaît avec La soif du mal l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, puis finit par se dissoudre dans le genre plus large du film de gangster. Dans les années 60, tandis que le nouvel Hollywood pulvérise les codes du genre, les truands à l'ancienne font désormais partie des meubles, à l'image en France de Jean Gabin, qui à 50 ans s'est fait ravir la place de jeune premier. Je vois que tu m'as réservé le beau rôle. Dis-toi bien que quand j'avais l'âge de jouer ce rôle-là, je travaillais seul. Gabin est devenu un vieux de la vieille, qui va se réinventer en patriarche bourru, souvent porté sur la bouteille autant que sur la torgnole. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Le dialoguiste Michel Audiard est le principal artisan de cette métamorphose. Entre 1955 et 1963, Jean Gabin et lui collaboreront sur pas moins de 16 longs métrages. Parmi ceux-ci, on trouve une nouvelle adaptation d'un roman de Simonin, Le Cave se rebiffe, deuxième volet de sa trilogie du Grisby. Gabin y incarne le chef d'une bande de bras cassés lancés dans une affaire de fausse monnaie. Je suis positivement enchanté. Moi aussi, tout le monde est enchanté, alors. Le film marque un tournant puisque, bien que toujours tiré d'un roman de la série noire, on glisse ici davantage vers la comédie. Ça collerait les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Cette évolution de ton est principalement due au dialogue d'Audiard, qui a acquis sa renommée en traitant avec légèreté et dérision les sujets les plus sérieux, qu'il s'agisse du crime organisé, de l'alcoolisme ou de la Seconde Guerre mondiale. Ich bringe die Akten zur Kommandantur, Herr Obersturmführer. Je croyais que nous devions dîner tous les deux. Le Cave se rebiffe est un nouveau succès pour Michel Audiard, qui envisage alors d'adapter le dernier roman issu de la trilogie de Simonin, Grisby or Not Grisby. C'est ce troisième opus qui deviendra, au cinéma, Les Tontons Flingueurs. La mise en scène du film est confiée à Georges Lautner, jeune réalisateur lui aussi plutôt versé sur le rigolo, connu notamment pour Le Monocle Noir, comédie policière menée par Paul Meurice. Exaltant, non? Naturellement, le rôle principal est promis au partenaire privilégié de Michel Audiard, Jean Gabin, mais n'obtenant pas les conditions souhaitées, il se désengage très vite du projet. C'est alors son héritier naturel qui récupère le rôle, Lino Ventura. L'ancien catcheur n'est d'abord pas très confiant à l'idée d'incarner un rôle comique, mais son physique rugueux et sa gueule d'adjudant-chef sont exactement ce dont le film a besoin. Yes, sir! Sérieux comme un pape, il est le centre d'inertie non plus d'un film de gangster, mais d'une pure comédie. Une comédie à la Audiard. C'est quand même marrant, les évolutions. Michel Audiard, c'est 36 ans de carrière et plus d'une centaine de longs métrages. Michel Audiard, c'est un nom systématiquement encadré dans les génériques de films, privilège normalement réservé aux acteurs vedettes. Mais Michel Audiard, c'est surtout, aujourd'hui encore, le champion de toute catégorie d'un sport national, l'écriture de répliques cultes. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. En France, la tradition est ancienne et précède d'ailleurs le cinéma. C'est un rock!
C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. De Rabelais à Rostand en passant par La Fontaine, Pascal ou Molière, la littérature française regorge de petites phrases entrées dans la mémoire collective, au point parfois de devenir de véritables proverbes. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Mais l'écriture de répliques de films est encore plus subtile puisqu'elle impose de manier une langue bien particulière. Pas tout à fait celle de la vraie vie ni celle de la littérature, simplement celle du cinéma. T'as de beaux yeux, tu sais. À l'écran, l'essentiel est raconté par l'image. L'auteur Lewis Herman, dans son manuel pratique d'écriture de scénario, estime donc que le dialogue n'a d'utilité que s'il remplit l'une de ses trois fonctions: faire avancer l'histoire, décrire le personnage ou faire rire. En France, au début du parlant, l'écriture des dialogues devient un métier à part entière, bien distinct de la construction de l'intrigue. La tâche est notamment confiée à quelques grands noms comme Henri Janson, Charles Spack ou Jacques Prévert, spécifiquement crédités pour leur fonction de dialoguiste. Une pratique typiquement française, aujourd'hui quasiment disparue. Quoi qu'il en soit, l'histoire du cinéma et celle des comédies françaises en particulier est marquée par une foule de répliques si profondément ancrées dans notre mémoire collective qu'elles ont fini par peupler nos conversations quotidien. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Marie-Thérèse, ne jurez Pas de bras, pas de chocolat. Alors ça dépend. Passe-moi. Sans patate. Un cercle est un carré. Un carré est un cercle. Mais alors, comment écrire une réplique culte? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'apprendre à écrire. Michel Audiard a eu l'occasion d'exercer sa plume dès les années 40 en tant que critique de cinéma ou feuilletoniste dans quelques journaux Par la suite, il publiera une dizaine de livres en marge de sa carrière de dialoguiste. Amateur vorace de littérature, Audiard racontait avoir passé son adolescence à dévorer 4 bouquins par jour. Je courais à la bibliothèque du 14e arrondissement où je piquais tout. Alors, ça passait de Balzac à Arsène Lupin, ça n'avait aucune, je lisais. Cette passion pour la chose littéraire lui a permis d'acquérir très tôt le premier ingrédient nécessaire à une réplique culte, une excellente maîtrise de la langue. Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Dans ses dialogues, Audiard cultive l'art du mot juste. Ce garçon est décidément extraordinaire. Ses phrases sont cadencées, millimétrées, tirent parti de toutes les nuances de la langue, même les plus infimes. Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Mais au-delà des punchlines ciselées, son style est constamment nourri par ses innombrables influences littéraires qu'il s'amusait même parfois à citer directement. C'est votre père qui vous a appris à vous garer? Mon père, je n'ai connu qu'à cheval parcourant les champs de bataille couverts de morts sur qui tombait la nuit. Doté d'une culture générale encyclopédique, il n'était pas avare non plus de proverbes latins O tempora mores. Quoi? Ou de citations historiques. Qu'est-ce que c'est, une révolte? Non, sire. Une révolution. On comprend alors qu'Audiard ait pu s'agacer qu'on résume ses dialogues au simple parler populaire ou argotique, lui qui s'est vertueux à construire une langue unique, ponctuée d'inventions syntaxiques, de références littéraires et de tournures bigarrées. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Même si ce n'est généralement pas signalé de manière aussi explicite, les dialogues d'Audiard sont en effet constellés de métaphores et de périphrases, ainsi que d'une multitude d'autres procédés littéraires. Souvenez-vous de vos cours de français, on appelle ça des figures de style. La figure préférée d'Audiard est probablement l'accumulation. Enfin, alors pourquoi est-ce que j'irais te buter? Parce que t'es un carnassier, un sauvage, un vindicatif. Mais c'est aussi le roi de l'allitération. Un barbu, c'est un barbu, trop barbu, c'est des barbouzes. De l'euphémisme. Vous m'avez déjà fait curer les ongles, inspecter les oreilles, et si je vous avais laissé faire, vous seriez même devenu familier. Ou bien, effectivement, de la métaphore. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés. Tu connais? Pourquoi? Tu veux m'emmener? N'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme. Bon, celle-là, c'était des faciles. Mais Michel Audiard manie également des figures plus exotiques, comme par exemple... Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. L'antithèse, juxtaposition de deux idées opposées. J'embrasse comme tu aimes. Quand j'aime pas, je dis. Si je dis rien, c'est que j'aime. Le chiasme, disposition en ordre inverse de deux phrases similaires. Les tourmenteurs d'anciens, je les étrille, je les pilonne, je les émascule. L'anaphore, reprise des mêmes termes au début de chaque segment de phrase. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. L'hyposeux, mise en parallèle de groupes syntaxiques identiques. Permettez que je vous appelle mon petit Lucien. Oh, mais je permets pas, je préconise. L'orthorisme, succession de deux énoncés dont le second rectifie le premier. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. L'épanadiplose, répétition du même terme en début et en fin de phrase. Vous croyez qu'il m'écoutera? Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Ou l'autotune, coup de pouce financier à un vidéaste.
Ouais bon ok, là on invente, mais c'est juste pour vous signaler que vous pouvez maintenant aussi nous soutenir sur Utip. Michel Audiard, en solide technicien, n'hésite pas à combiner les effets, notamment dans les tontons flingueurs. En une tirade, c'est la bousculade. Il chante et puis il craque un bourre-pif, mais il est complètement fou ce mec. Onomatopée, anacolute, dislocation. Mais moi les dingues je les soigne. Thématisation, métaphore. On va lui faire une ordonnance. Métaphore. Et une sévère. Hyperbat. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Inversion, ellipse. Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Néologisme. Je disperse. Intransitivation. Je ventile. Anaphore, gradation, épitrocasme. Avant d'être ce qu'on appelle une réplique culte, cette explosive envolée est donc avant tout un grand moment de littérature. Mais pas seulement, car comme on l'a dit, la langue filmée se distingue de la langue écrite. À partir du moment où il est imaginé par son auteur, le dialogue de cinéma connaît tout un cycle de vie avant d'atteindre les oreilles du spectateur. Il passe notamment par l'oralité d'un comédien qui lui apporte son interprétation personnelle. Essayez dans la séquence précédente de remplacer Bernard Blier par, disons, Jean-Claude Brialy, et voilà ce que vous obtenez. Ah, je vais en foutre moi du respect. Je vais en foutre moi du Norbert. Plein le pif, plein la gueule. Je vais lui dynamiter la tronche à ce con. Le disperser aux 4 vents, le réduire en fumée. Ah, qu'on retrouve plus jamais rien. Plus un os. Rien. Jamais. Mouais. Jean-Claude Brialy a beau être un excellent comédien, il semble peiner à donner du naturel à la langue d'Audiard. Que pensez-vous de ce que vous venez de voir, monsieur Tuile? Pour cette raison, le scénariste tenait à écrire autant que possible ses dialogues sur mesure afin qu'ils collent parfaitement aux comédiens choisis pour les incarner. Hein? Mate un peu le tombé du froc. Si Bernard Blier excelle dans les tontons flingueurs, c'est parce qu'Audiard a su apprivoiser sa voix, sa diction, sa présence à l'écran au fil des nombreux rôles qu'il a spécialement écrits pour lui. Debout face au mur et les paluches en l'air. On est chargé à la Magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera 10 morceaux. À force de fréquenter ses acteurs, Michel Audiard avait même pris l'habitude de voler leurs propres mots pour les remettre dans la bouche de ses personnages. Il y a des choses dans le dernier, par exemple, à un moment, il y a un personnage qui apparaissait sur l'écran et je disais, celui-là, il a l'air d'une pointe bique, ça amusait les gens, je l'ai piqué à Blie et ça, c'est le jour où il a vu Sim sur le plateau, il m'a dit, écoute, on est vraiment une pointe bique. Je lui ai volé, mais j'ai le droit de faire ça, c'est des amis. On en vient alors au deuxième ingrédient de la recette d'une réplique culte, elle doit absolument correspondre au personnage. Un personnage véhicule un tempérament, une histoire, un corps, un milieu social qui doivent transparaître dans ses mots. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Une réplique admirable peut aussi bien faire mouche que tomber totalement à plat, suivant le personnage auquel on l'attribue. A l'inverse, une phrase apparemment anodine peut révéler des vertus insoupçonnées dès lors qu'elle est véritablement incarnée. Alors? On n'attend pas Patrick? Dans les tontons flingueurs, même si tout le monde parle l'Audiard, chaque personnage a, conformément à son caractère, une manière bien à lui de s'exprimer. Qu'est-ce qui te gêne, toi? Bernard Blier fait des phrases courtes et saccadées qui révèlent son tempérament nerveux et contrastent avec la nonchalance de son frère, incarné par Jean Lefebvre. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Le jeune bourgeois Claude Rich s'étale en longues tirades pleines d'emphase qui ont le don d'agacer Tonton Fernand, homme simple et direct qui préfère aller droit au but. Soit les manières gagneront ce que l'affection y perdra. Eh ben c'est ça, c'est vraiment. Allez. Quant à Francis Blanche, son extrême courtoisie peine parfois à dissimuler son tempérament explosif. Pour tous les truands du film, la langue est aussi le marqueur d'une autorité, souvent virile, que chacun cherche à affirmer. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Comme l'analyse la musicologue Catherine Rudan dans une étude consacrée aux tontons flingueurs, les répliques d'un film sont des objets sonores. Leurs sonorités sont partie intégrante de la dynamique du film parce qu'elles manifestent les logiques contrastées des personnages. Si la fameuse scène de la cuisine est restée dans les mémoires, ce n'est donc pas seulement parce qu'elle est truffée de punchlines, mais en premier lieu parce que chaque personnage l'enrichit d'une voix et d'un langage unique, comme dans une symphonie où chaque instrument apporte sa pierre à un édifice monumental. À propos de cette scène, inspirée du film noir Key Largo, il faut aussi rappeler qu'elle survient à un moment particulier de l'histoire. À cet instant, la tension est à son comble, car Théo, le vrai grand méchant du film, s'est arrangé pour faire croire à Fernand que les frères Wolfoni ont cherché à l'assassiner. Après avoir essuyé un bourre-pif injustifié en guise de représailles, Raoul et Paul sont décidés à en découdre pour de bon. La confrontation a lieu dans la cuisine, pièce dont on a déjà détaillé la symbolique dans une précédente vidéo, au beau milieu d'une surprise party organisée par Patricia. Mais gagné par l'ambiance festive, tout ce beau monde finit par se rabibocher autour d'une étrange boisson vitriolée en se remémorant de vieux souvenirs de truands. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? On touche alors à un élément déterminant, le contexte. Une réplique culte ne se réduit pas aux quelques mots qui la composent, car elle découle d'une situation. Ici Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème.
C'est en grande partie cette situation qui va permettre de fixer la réplique dans notre mémoire collective. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il est impossible de goûter une liqueur un peu chargée sans que quelqu'un se remémore cette conversation d'ivrogne et ne finisse par déclarer « J'ai trop un goût de pomme. » Il y en a. À l'origine, le mot réplique est issu du latin replicare qui signifie répondre. Par définition, elle n'est donc pas censée fonctionner toute seule. C'est pourquoi une bonne réplique, pour tomber à point, doit souvent être préparée par les lignes de dialogue qui la précèdent. Et voilà, on a les droits. Pour autant, écrire une réplique efficace, adaptée au personnage et à la situation, ne suffit toujours pas. Entre le papier et l'écran, il existe encore 1000 manières de saloper des dialogues a priori parfaits. Alors, comment tourner une réplique culte ? Quand on met en scène une conversation, il faut faire des choix. Filmer en plan large, en plan serré, en gros plan, en champ contre champ, ou même face caméra, tout est possible. Je suis d'accord avec vous. Même s'il est parfois pertinent de montrer celui qui écoute plutôt que celui qui parle, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, oui, toujours la même, Georges Lautner, lui, préférait approcher sa caméra le plus possible des interprètes pour que rien ne puisse contrarier la réception du dialogue par le spectateur. Cette attention particulière portée à la restitution du dialogue lui permet également de veiller à ce qu'aucune réplique ne soit gâchée par une élocution défaillante d'un de ses acteurs, comme ça arrive quelquefois. Simplement remettre votre particulier dans l'état où c'est mes soucis. J'entends dit, je comprends rien. D'un point de vue purement technique, il est tout aussi essentiel d'assurer la prise de son et le mixage, car une réplique ne peut fonctionner correctement que si elle est parfaitement audible et compréhensible. Puisqu'il est l'œuvre de professionnels chevronnés, les tontons flingueurs ne souffrent d'aucun de ses défauts. Tout concourt, au contraire, à sublimer les dialogues jusqu'au beau noir et blanc de Maurice Fellous, chef opérateur attitré de Lautner. On te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. À l'image de cette photographie en clair-obscur, ce qui importe ici, c'est le contraste. Car le film s'appuie sur le ressort comique classique de la confrontation des contraires, en opposant le grand bourgeois à l'homme de la rue, le vieux roublard au jeune impudent, ou en mettant en scène des situations antagonistes, comme cette demande en mariage au beau milieu d'une fusillade. Il me semble avoir entendu, c'est le jardinier qui tue des taupes. Dans Les Tontons Flingueurs, on retrouve cette esthétique du contraste jusque dans les dialogues, car une des spécialités de Michel Audiard est de mélanger avec grâce les registres de langue. Pour une fois que je tiens un artiste de la Renaissance, je veux pas le paumer à cause d'une bévue ancillaire. Une quoi ? Une connerie de ta boniche. Comme l'explique le critique Michel Chion dans le complexe de Cyrano, en stylistique, on distingue en général 4 niveaux de langue. Le style soutenu, le style neutre, le style familier et le style populaire. Mais le cinéma français a la particularité de ne pas admettre le style neutre. Nous sommes obligés la plupart du temps de choisir entre une formulation qui peut être trop précieuse ou guindée ou savante et une autre qui peut être trop familière ou désinvolte, voire vulgaire. On en trouve une illustration dans Le Cave se rebiffe, où Bernard Blier, en bon polyglotte, passe d'un registre à l'autre selon qu'il s'adresse à un compère mafieux. Alors c'est pour vous dire que votre ami Eric, ses grands airs, il peut se les cloquer dans le baba. Ou à un cave, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du milieu. Chère petite madame, je suis confus. Notre ami Eric vient seulement de me prévenir. J'espère que le temps ne vous a pas paru trop long. Dans Les Tontons Flingueurs, comme dans tous ses autres films, la langue d'Audiard résulte de la fusion entre les deux registres les plus éloignés de la langue française. D'un côté, la langue de la rue, qu'il n'a cessé de pratiquer en écumant les bistrots du 14e. Non, je tiens plus en l'air, moi. T'aurais pas une bricole à grignoter, là? Et de l'autre, le registre soutenu de la littérature, qu'il a su apprivoiser à travers ses nombreuses lectures. La confusion peut encore s'expliquer, mais les termes sont inadéquats. Conscient du potentiel comique d'un tel procédé, Michel Audiard mélange parfois les niveaux de langue au sein d'une même réplique pour aboutir à d'étonnants effets de rupture. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui ferait mieux de fermer leur claque-merde. Cette forme d'oxymore cinématographique rejoint le principe même de la comédie. Faire entrer en collision deux idées opposées pour créer un décalage. C'est d'ailleurs ce qui se passe également à l'échelle du film, qui associe deux genres a priori contradictoires et s'autorise à tuer pas moins de 7 personnages au cœur de ce qui reste malgré tout une comédie tout public. Happy birthday to you. En dépit de son style finalement plutôt élégant, Michel Audiard n'a d'abord pas eu que des admirateurs. Alors qu'il s'attachait à démystifier la figure du truand, il a même été pendant quelque temps une cible désignée. Car si au moment de la production des Tontons, l'âge d'or du film noir américain est bel et bien terminé, la France voit en revanche les débuts d'un autre courant majeur, la Nouvelle Vague. Le mouvement réunit quelques admirateurs d'Alfred Hitchcock et Howard Hawks, qui puisent eux aussi les sujets de leur premier film dans l'univers des polars crasseux. C'est vraiment dégueulasse. La plupart ont commencé leur carrière dans la critique, à l'image de François Truffaut qui, en 1957, écrivait « Les dialogues de Michel Audiard dépassent en vulgarité ce qu'on peut écrire de plus bas dans le genre ».
Alors déjà, c'est pas très sympa, mais surtout, on l'a vu, ce procès en vulgarité ne tient pas vraiment la route. Vous bonnissez encore une seule médisance sur une dame, et moi je vous fais une tête à la décorade. Et vous allez comprendre que Charles l'élégant faut encore se le farcir. À vrai dire, le litige est ailleurs. Déterminés à briser toutes les règles et élever le cinéma au rang d'art, les jeunes ambitieux de la nouvelle vague s'opposent par principe à ceux qui, comme Audiard, se considèrent davantage comme des artisans. Pas vraiment outillés pour l'octogone sans règles, Audiard répliquera par voie de presse en annonçant dès 1959 la mort de la nouvelle vague dans un article resté célèbre et profitera du moindre de ses passages à l'ORTF pour dégainer la sulfateuse en toute décontraction. Je trouve que c'est un cinéma un peu d'impuissant, un cinéma de cocu, moi, le jeune cinéma. On assiste alors à un clash pur et simple, un rap contenders avant l'heure, une joute de punchliner en complet veston. Heureusement, la querelle ne durera pas très longtemps. Comme les tontons du film, tout ce beau monde finira par se réconcilier sur l'autel du pragmatisme et de l'intérêt commun. On est dans un métier où il y a 80% de connards, on est forcé de s'entendre à un moment donné. Maintenant, je m'entends très bien, par exemple, avec François Truffaut, on s'est tiré à boulet rouge pendant des années, mais on peut pas ne pas un jour s'entendre avec Truffaut, c'est obligatoire, parce qu'un jour on s'est trouvé en discussion avec le même producteur connard qui comprend rien à ce qu'on lui raconte. Finalement, enfin, on est d'une modestie folle aujourd'hui, mais il se crée quand même finalement une mafia des gens intelligents, il le faut, c'est obligatoire. Artistes et artisans ont donc fini par se vouer un respect mutuel, collaborant en bonne intelligence au gré de projets communs ou de petits caméos, partageant même certains de leurs enfants chéris en garde alternée. Ainsi va la grande et disparate famille du cinéma français. Fatalement psychotique, cette famille s'est longtemps nourrie de disputes plus ou moins salutaires, en faisant valoir la dernière compétence essentielle à l'accouchement d'une réplique culte, être prêt à tuer père et mère pour un bon mot. Voilà les amis, pour cette vidéo sur les dialogues de Michel Audiard, c'est que du régal. Je vous le redis, regardez cette chaîne YouTube les amis, allez vous abonner, c'est très important. J'adore vous partager les chaînes que je regarde en fait quand je suis chez moi, les trucs que j'adore, sur des sujets qui me passionnent. Donc allez-y, ça s'appelle Calmos. Vraiment abonnez-vous parce qu'ils font un travail de fou. J'imagine pas le travail que c'est pour faire un format comme ça aussi complet, agréable à voir, bien monté et tout. Franchement, bravo à eux. Donc allez vous abonner, on fait la pub, ça régale et ça fait plaisir et c'est le but du jeu. Voilà les amis, j'adore les films d'Audiard, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et effectivement ce jeu sur la langue, ce jeu sur les mots, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment assez extraordinaire et en plus on n'est pas loin du monde aussi de l'humour, tu vois, du travail sur les textes. C'est quand même passionnant. Ça s'appelle Calmos, C-A-L-M-O-S. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'autres formats. Et puis si vous avez des idées aussi, les amis de chaîne YouTube que vous aimez bien, c'est plutôt chouette. J'aime bien ces petits moments de partage avec vous. Voilà, on sort un petit peu de l'immédiateté de l'actualité pour s'intéresser à d'autres choses. Voilà, c'est ça qui est bon aussi. D'ailleurs, il faut qu'on parle Cinoche, un de chez 4. Il faut que j'aille voir le film Le Grand Déplacement. Alors, j'ai très peur de ce que je vais voir. On est d'accord, ça va être, à mon avis, une critique négative, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'ai envie de vous parler de ce film, parce qu'il y a plein de petits raisonnements à faire tant qu'on est dans le Cinoche. Je vais essayer d'aller le voir, je ne sais pas quand. Peut-être ce week-end, on va voir ce qu'on peut bricoler. Mais ouais, ah mais attends, il y a un nouveau truc de Quentin Dupieux avec Jérôme Commandeur. Oh là là, ouais mais attends, moi quand il y a Jérôme Commandeur quelque part, ça va pas aller. C'est ça que je vais aller voir. Attends, c'est pas sorti en Suisse encore le truc. Tiens, on va se regarder la bande-annonce du nouveau film là de Quentin Dupieux avec Jérôme Commandeur. Normalement, ça sent très bon. On va voir. On regarde la bande-annonce de ça. On vous parlera Cinoche, en tout cas, la semaine prochaine. J'aimerais bien vous faire une chronique sur Le Grand Déplacement et potentiellement sur ce film-là de Quentin Dupieux. J'étais même pas au courant, donc je découvre avec vous la bande-annonce. Vous êtes prête ? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Mais c'est chiant, regarde. Ouais. Tu vois ? Ouais. Vous avez des dents parfaites. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner ? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas ?
le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, après c'est Quentin Dupieux quoi. Après c'est aussi le problème, c'est que c'est toujours n'importe quoi. Il y en a qui sont vraiment chouettes, mais il y en a où ça part franchement en cacahuète. On sait pas. Mais c'est vrai que là le casting est plutôt chouette avec Karim Leclou qui a eu la Palme d'Or à Cannes là cette année, interprétation masculine, et Jérôme Commandeur, vous le savez les amis, Jérôme Commandeur dont je suis profondément amoureux. Ah oui, ça c'est l'amour en fait. C'est l'amour. Je suis passionné de Jérôme Commandeur qui est pour moi le taulier, qui est le meilleur de tous les temps, voilà, je le dis, qui me fait hurler de rire. Jérôme Commandeur a un pouvoir sur moi, c'est qu'il peut dire bonjour que je peux hurler de rire. C'est terrible, c'est terrible. Et même, tu vois là, ce qu'il a fait, le monde magique de Jérôme Commandeur sur Canal, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, ça m'a pas fait hurler de rire, mais je lui pardonne. Bon, déjà parce qu'il en a rien à foutre de mon avis, mais surtout parce que je l'aime tellement que... Voilà, trop fort, trop fort. Donc, non, mais c'est toujours particulier. Quentin Dupieux, c'est de l'art contemporain. Hein. T'as des trucs, c'est formidable, mais là, récemment, en plus, il y en a presque un ou deux par an, enfin, c'est complètement dingue. Fumer fait tousser, j'ai trouvé ça vraiment pas foufou. Attends, c'est lesquels que j'ai vus? Mandibule, c'était plutôt chouette déjà avec Adèle Exarchopoulos et les mecs du Palmacho aussi qui sont super. Grégoire Ludig et David Marseille, je crois, si j'ai pas de conneries. Je sais plus lesquels j'ai vus. T'en as plein. Yannick avec Raphaël Quenard. Ça, c'était pas trop mal. Et Blanche Gardin, ça, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Je vois dans le chat, il y a Antares 121 qui dit Le Dain. C'est celui avec Jean Dujardin. Je crois que je l'ai pas vu. Il me semble que je l'ai pas vu. Anarchy 08 qui dit Vronkop, c'est Rubber. Ça, c'est dans les premiers. Rubber, c'est l'histoire du pneu, c'est ça. C'est quand même une histoire de dingue. J'ai pas vu celui-ci. Au poste, je l'ai vu avec Poulvord. Ça, c'était pas trop mal. Mais c'est vrai que bon, c'est particulier quoi. C'est particulier, puis il faut suivre parce qu'il en fait beaucoup quoi. Donc c'est aussi la magie du Cinoche. Mais la semaine prochaine, préparez-vous pour du Cinoche. Préparez-vous pour du Cinoche, les copains. Il y aura de la critique Cinoche la semaine prochaine. Voilà, je vous le dis. Au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite pause. Les amis. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Voilà, avec ces contenus que je voulais vous partager. Vous savez, j'adore regarder des choses comme ça avec vous. C'est chouette aussi. Je trouve que ça fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Vous le savez, le rendez-vous, il est à 20h. Le rendez-vous, il est à 20h, les copains. On va se retrouver pour la farce tranquille. Épisode en direct. 200e épisode en direct, les amis. Une émission qui promet, ça va vanner. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la surprise. Il y a des annonces sur la suite de l'aventure. Donc, c'est cette émission-là, la farce tranquille, épisode 200. Voilà, on va faire refroidir la voiture et on se retrouve. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager le lien de la vidéo, évidemment, les copains. Et en attendant, rendez-vous sur le Telegram de Juste Milieu. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous mets le lien dans le chat. C'est très important, les copains. Parce que ça fait plaisir. Il y a déjà des choses formidables qui se sont organisées. Les amis du côté de Nantes qui ont organisé un apéro, des gens qui se connaissent pas, qui ont pris un verre ensemble. Ils m'ont envoyé une photo, c'était sympa comme tout. Je leur ai envoyé une petite vidéo. C'est que du bonheur. Je sais qu'il y a des apéros qui s'organisent aussi dans le groupe Sud-Ouest sur le Telegram Juste Milieu. Donc allez-y les amis pour essayer de créer de l'humain. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas taré. Vous avez peut-être des futurs copains qui vous attendent sur le Telegram de Juste Milieu. C'est l'objectif, que je puisse être en contact avec vous. Donc j'envoie là ce matin, j'ai mis une petite note vocale, des petites vidéos, des petits trucs, rien que sur le groupe Telegram que je publie pas ailleurs évidemment. Et puis que voilà, les gens puissent aussi se rencontrer entre eux, faire des branchements, que ce soit professionnel pour boire l'apéro et tout ça, faire de l'humain. Voilà, et ça fait plaisir, ça régale. Donc vous tapez Telegram Juste Milieu, sinon sur Google, vous vous inscrivez et on est en famille, on est entre nous. Vous êtes déjà près de 2000, plus de 2500, donc ça régale. Il faut qu'on fasse péter les compteurs, j'en reparlerai dans la farce tranquille ce soir. C'est très important les amis. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire, on se retrouve à 20h, pétante. 20h pétante, hein. Je compte sur vous en direct sur YouTube, soir exceptionnelle les amis. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure pour tous ceux qui seront là. Et puis sinon c'est demain, Juste Bistrot, 16h45, vous connaissez la salade. Je vous embrasse, à tout à l'heure, vive la rigolade et vive la France. Allez.